J'étais assise là, mon visage endolori, les lunettes de soleil collées à mes yeux, même si la lumière du bureau était douce et artificielle. Monsieur Fournier, Pierre, comme je devrais l'appeler maintenant, mais le respect est une habitude tenace, se tenait devant moi. Son regard perçant comme d'habitude, mais avec cette fois quelque chose de plus. Une sorte de froide détermination, mêlée à une patience étrange. Il n'avait rien dit, mais j'avais senti son arrivée comme une vibration dans l'air, une tension palpable. Il était le genre d'homme qui remplissait une pièce sans lever la voix. « Marie », a-t-il dit, et sa voix était grave, posée. « Enlevez ses lunettes. » Mon souffle s'est bloqué. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Un ordre qu'il ne me laissait pas le choix d'ignorer, pas dans son bureau, pas après tout ce qui s'était passé. Mes mains, qui reposaient à plat sur le bureau, ont commencé à trembler. Je les ai cachées sous la table, une habitude réflexe qui ne servait plus à rien. Le barrage était rompu. « Monsieur Fournier, j'ai une migraine affreuse. Vous savez, les mots sont sortis, faibles comme une prière. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. La sueur perlait dans mon dos. Il a juste secoué la tête, puis il a fait un pas. La porte s'est fermée derrière lui avec un claquement doux, un son qui m'a glacé jusqu'aux os. Mon corps s'est tendu. Chaque muscle s'est mis en alerte. Pour moi, le bruit d'une porte qui se ferme signifiait danger. C'était une leçon que ma chair avait apprise et qui était gravée dans mes os. Il s'est assis en face de moi et l'espace entre nous, ce bureau en verre que je passais des heures à organiser, est soudainement devenu un abîme. « Je ne vous demanderai pas si quelqu'un vous fait du mal, Marie, » a-t-il continué, son regard rivé au mien, ignorant mes lunettes de soleil. Nous savons toutes les deux la réponse. Et c'est là que j'ai su que c'était fini. Mon monde, cette fragile façade de normalité que j'avais construite autour de moi, s'écroulait. Je l'avais vu danser et se briser, pièce par pièce, depuis des semaines, voire des mois. Tout mon être avait résisté, s'accrochant à chaque mensonge, à chaque excuse, pour le maintenir en place. Mais son ton, sa certitude tranquille, ne laissait aucune échappatoire. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. C'était un peu avant, pas si longtemps, en septembre. Où était-ce fin août? Mon Dieu, les mois se mélangent tous maintenant. J'ai toujours eu l'impression de courir contre la montre, mais là, c'est comme si le temps lui-même s'était mis à courir à reculons et à l'endroit, en même temps, me désorientant complètement. Le poste secrétaire administratif pour les entreprises Fournier à Lyon était une aubaine que je n'aurais jamais cru obtenir. Pierre Fournier ne recevait jamais de candidature en personne, m'avait dit Sophie, ma responsable du service comptabilité. La première semaine, jamais. C'était toujours son bras droit, Margot, une femme à l'allure d'un roc et au regard qui ne manquait rien. Mais Margot était en déplacement, à Marseille, je crois, pour une histoire de chantier un peu complexe. Alors j'étais là, à attendre dans ce hall luxueux, le cœur cognant. J'étais arrivé avec seulement 4 minutes de retard à cause d'un bouchon absurde sur le pont de la Guillotière. J'avais passé ces 4 minutes dans la voiture à me dire « Vas-y Marie, tu en as besoin, ne cours pas, ne te sauve pas. » L'entretien, c'était un non-événement, en surface. Il n'était pas censé durer plus de 10 minutes. Je me souviens d'être entré dans la salle de conférence, aussi froide et immaculée que le reste du bâtiment. Pierre Fournier se tenait près de la fenêtre, le dos à la pièce. Il s'est retourné lentement, les mains dans les poches de son costume impeccable. J'avais l'impression d'être disséqué, non pas avec malveillance, mais avec une intensité qui me mettait à nu. Il avait 23 ans, je crois, mais j'en faisais plus jeune. Mes cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval basse, à la va-vite, quelques mèches rebelles s'échappant autour de mon cou. Je n'arrêtais pas de les repousser, un tic, ma blouse était un peu trop grande aux épaules, comme empruntée, et mes chaussures plates, cirées, mais usées et craquées sur les côtés.
Ce n'est pas ce que vous attendiez pour une entrevue, n'est-ce pas? Je n'avais rien d'autre. Mademoiselle Dubois, m'avait-il dit. Je m'appelle Marie Dubois. Oui, oui, monsieur. Je m'excuse pour le retard. Il y avait le trafic. Asseyez-vous. Ce n'était pas une question. Je me suis exécuté avec une rapidité qui a dû le surprendre, bien qu'il ne l'ait pas montré. Une obéissance instinctive, presque animale. Pas de la déférence, juste un réflexe appris pour éviter... Quoi? Pour éviter le pire, je suppose. La salle était grande, le bureau en verre immense entre nous. Une image du vieux lion prise du Rhône était la seule décoration murale, un cadeau apparemment, d'un ancien maire qui lui devait plus que de la gratitude. Mon CV, une pauvre feuille imprimée, tenait d'à peine 2 lignes. « Vous avez suivi des cours à la faculté de Brunparilly, a-t-il dit. « Oui, je n'ai pas terminé. 3 semestres. »« Pourquoi avez-vous arrêté? » Mes mains se sont jointes dans mon giron, pressées l'une contre l'autre. Raison personnelle. C'était ma barrière, mon mur. Il ne m'a pas poussé. Peut-être qu'il a vu le mur ou qu'il s'en fichait. Il a continué. Expérience, caissière, archiviste dans un cabinet médical et 6 mois réceptionniste dans un cabinet d'avocats. Caldwell et Prix. Oui, ils ont fermé, ai-je dit. Mes joues brûlantes quand il a ajouté, sans aucune malice dans la voix, « Ils ont fait faillite, Murray. » J'ai hoché la tête. Il a posé mon CV. Son regard était intense, me fixant directement. Mes yeux ont tenu les siens une seconde, pas plus, avant de plonger vers la surface du verre. « Pourquoi voulez-vous ce travail, mademoiselle Dubois? » La question m'a surprise. J'avais attendu de l'hostilité et j'avais reçu de la neutralité. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée. Puis les mots sont sortis, fermes, rauques, parce que j'en ai besoin. 4 mots. Pas de belles phrases, pas de discours préparés sur mes ambitions de carrière. Juste cette vérité brute que la plupart des gens, dans ce genre de situation, s'interdisaient de dire. Il a étudié mes mains. Elles tremblaient. Ce n'était pas le café, ni le froid de la pièce. C'était plus profond, ancré. Une fatigue chronique, un stress qui avait élu domicile dans mon système nerveux. Et là, j'ai senti mon cœur rater un battement. Ma manche s'est légèrement relevée quand j'ai tendu la main pour le verre d'eau qu'il m'avait proposé et que je n'ai pas bu. Une ombre colorée, pâle, mais visible. Pas naturelle, pas du maquillage. J'ai baissé ma manche. Vite. Un geste automatique, tellement habituel. 1000 fois, peut-être plus, j'avais fait ça. Le poste paye 48 000 € par an, a-t-il dit. Les avantages commencent après 90 jours. Les horaires sont de 8 heures à 17 heures, du lundi au vendredi. Des heures supplémentaires sont possibles, mais pas obligatoires. J'ai cligné des yeux. Vous voulez dire, je commence lundi? Je le fixais, mon contrôle se fissurait. La surprise, la gratitude, l'incrédulité. Je n'étais pas préparé à ça. Monsieur, vous ne devriez pas vérifier mes références, ou lundi 8 heures, a-t-il dit. Demandez à la réceptionniste votre laissez-passer de parking en sortant. Et il s'est retourné vers la fenêtre. Je suis restée assise. Longtemps. Puis je me suis levée en silence et ai lissé ma blouse. Merci. Je vous remercie. Je suis sorti sans un regard en arrière. La porte s'est refermée derrière moi d'un clic si léger, si banal. Mais pour moi, c'était le début d'autre chose. Je l'espérais. Je suis arrivé à 7h47 ce premier lundi, 13 minutes en avance. Le bâtiment des entreprises Fournier, une tour de verre de 12 étages au cœur de la Part-Dieu, était calme à cette heure. Seuls les agents de sécurité et l'équipe de nettoyage étaient là. J'avais pris soin de m'habiller. Une blouse bleu marine, des manches qui couvraient bien mes poignets, un pantalon sombre. Mes cheveux étaient tirés en arrière, plus proprement que pour l'entretien. Dans mon sac de supermarché,
Mon déjeuner, un sandwich préparé à 5 heures du matin, avant que mon fils, Oren, ne se réveille. J'étais debout depuis 4h30. Pas par excitation, enfin, si un petit frisson nerveux était là, mais surtout parce que Julien était rentré à 2 heures du matin, assez bruyamment pour réveiller Oren. J'avais passé les 2 heures suivantes à calmer mon fils, à nettoyer les bouteilles vides que Julien avait laissées sur le comptoir de la cuisine et à régler mon réveil pour être parti avant qu'il ne se lève. Les matins étaient plus sûrs quand j'étais déjà loin. Dans le parking, je suis resté assise dans ma vieille Honda Civic, 13 ans d'âge, pare-choc arrière légèrement enfoncé, pendant 12 minutes. J'ai vérifié mon maquillage dans le rétroviseur, pas par coquetterie, mais par vérification. Le correcteur sous ma mâchoire tenait. Le col de ma blouse couvrait le reste. Je voulais ressembler à quelqu'un qui avait bien dormi et s'était préparé soigneusement. L'écart entre cette image et la vérité, c'était une distance que j'avais appris à maîtriser. Mon fils Oren, 3 ans, visage rond, yeux noirs comme les miens, un calme pour son âge qui était déconcertant. Il ne babillait pas comme les autres petits. Il observait, il attendait. Il avait appris en 3 courtes années que le silence était plus sûr que le bruit. Les autres mères au parc le remarquaient. Elles essayaient de jouer avec lui tendaient des jouets, faisaient des grimaces, parlaient avec ces voix aiguës et joyeuses auxquelles les tout-petits sont censés réagir. Oren les regardait comme un adulte évaluerait une situation. Sûr ou pas sûr, c'est tout ce qui comptait pour lui avant d'offrir la moindre parcelle de lui-même. La plupart des mères finissaient par abandonner. Elles se tournaient les unes vers les autres avec des regards pitoyables. Il est juste timide, ou il s'en remettra. Elles ne comprenaient pas. Ce n'était pas de la timidité. C'était une stratégie. Une stratégie de survie à 3 ans, développée dans une maison où un mauvais son, au mauvais moment, pouvait transformer une soirée tranquille en quelque chose d'horrible. J'avais déposé Oren chez ma voisine Jeanne à 6h30. Une femme à la retraite, Jeanne Folotz, qui s'occupait de lui pour un prix que je pouvais à peine me permettre. Jeanne était patiente et gentille. Elle ne demandait jamais pourquoi Oren sursautait parfois quand les portes se fermaient trop vite. Bien sûr, elle l'avait remarqué. Jeanne avait 71 ans, elle avait élevé 5 enfants, enterré un mari. Elle avait vu assez de choses dans sa vie pour reconnaître les signes. Mais elle était aussi assez sage pour savoir que me poser la question directement me ferait me refermer, retirer Oren de ses soins et trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui remarquait moins. Alors Jeanne ne disait rien. Elle gardait Oren en sécurité quand il était chez elle, lui donnait les collations que je ne pouvais pas toujours me permettre, le serrait dans ses bras quand il pleurait sans demander pourquoi. Et elle espérait, avec l'espoir tranquille et persistant d'une vieille femme qui avait trop vu, que quelque chose finirait par changer. Mon bureau était petit, mais propre. Un bureau, un ordinateur, un classeur et une fenêtre qui donnait sur le parking. Mes responsabilités étaient simples. Traiter les factures entrantes, gérer les agendas de rendez-vous, répondre à la 2e ligne téléphonique et organiser les documents que l'équipe de Margot générait pour les opérations légales de l'entreprise. Rien de sensible, rien qui exigeait une habilitation. Un vrai travail dans un bâtiment qui abritait beaucoup de choses qui ne l'étaient pas. Pendant cette première semaine, Pierre ne m'a pas contacté directement. Il était plusieurs étages au-dessus, dans un bureau d'angle que la plupart des employés n'entraient jamais. Mais il avait des caméras, pas de la surveillance par paranoïa, juste des systèmes de sécurité standards pour un bâtiment qui abritait des millions d'actifs. Et il les regardait de temps en temps, comme un homme qui avait bâti un empire en faisant attention à tout regarder tout de temps en temps. Il m'a vu arriver tôt chaque matin. Il m'a vu déjeuner seul à mon bureau, le même sandwich tous les jours, dinde et pain de mie, une pomme, une bouteille d'eau que je remplissais au robinet de la salle de pause. Et il m'a vu partir à 17h01 précise, traversant le hall avec un pas légèrement trop rapide,
comme si je faisais la course contre une horloge qui n'avait rien à voir avec le travail. Vers la deuxième semaine, Margot est revenue de Marseille et a passé en revue la nouvelle recrue elle-même. Elle est compétente, a-t-elle dit à Pierre, appuyé contre l'embrasure de la porte de son bureau. Margot avait 51 ans, les cheveux argentés, construite comme une femme qui avait cessé de se battre, mais n'avait pas cessé de s'entraîner. Elle portait sa loyauté envers Pierre comme certains hommes portent des alliances, visiblement, en permanence sans s'excuser. Ne parle pas beaucoup, faites le travail, pas de plainte des chefs de service. Bien, a dit Pierre. Henri, de la comptabilité, dit que c'est l'archiviste la plus rapide qu'ils aient eue depuis 2 ans. Bien. Margot a hésité. Pierre, tu l'as embauché en moins de 10 minutes. Oui, c'est inhabituel pour toi. Pierre a levé les yeux du document qu'il lisait. Son regard était du genre à faire réfléchir la plupart des hommes avant leur prochaine phrase. Margot n'était pas la plupart des hommes. Elle avait besoin du travail, a dit Pierre simplement. Tous ceux qui postulent ont besoin du travail. Pas comme elle. Margot a étudié son patron un instant, puis a hoché la tête. Elle travaillait avec Pierre Fournier depuis 19 ans, depuis qu'il avait à peine 18 ans et qu'il reconstruisait déjà ce que son père avait laissé derrière lui. Pendant ce temps, Margot avait appris que les instincts de Pierre n'étaient pas aléatoires. Quand il agissait sans explication, il y avait toujours une raison. Il fallait juste du temps pour que la raison devienne visible. La 3e semaine, les choses y ont commencé. Lundi, je suis arrivé à mon heure habituelle, mais quelque chose était différent. Je portais des lunettes de soleil, un clin d'œil à l'extérieur, où le soleil de septembre était assez vif pour les justifier. Mais à mon bureau, à l'intérieur, je les ai gardés en accrochant mon manteau, en allumant mon ordinateur, en ouvrant la première pile de factures. Quand Henri, de la comptabilité, est passé devant mon bureau en allant à la salle de pause, il s'est arrêté. « Ça va, Marie ?» J'ai levé les yeux, un mouvement qui semblait me coûter un effort. Les lunettes de soleil étaient grandes, foncées, le genre qui couvrait non seulement mes yeux, mais aussi la peau en dessous. « Migraine », ai-je dit. J'ai esquissé un petit sourire, entraîné, parfaitement convaincant. Henri a hoché la tête avec sympathie et a continué son chemin. À midi, les lunettes de soleil étaient enlevées. Quoi qu'il y ait eu en dessous était maintenant dissimulé par du maquillage appliqué dans les toilettes pendant ma pause. Pierre l'apprendrait plus tard grâce aux images de sécurité, même s'il ne les regarderait pas avant que le schéma ne soit devenu impossible à ignorer. Mardi de la même semaine, j'ai porté un cardigan, malgré la température agréable du bureau. Il était boutonné jusqu'à mes poignets. Quand j'ai tendu le bras sur mon bureau pour prendre la graffeuse, le tissu a remonté mon avant-bras juste un instant, assez pour que la lumière fluorescente du plafond révèle ce qui était en dessous. Une échymose, pas fraîche, jaunissant sur les bords, le genre qui prend des jours à développer cette teinte particulière de vert maladif. J'ai baissé ma manche. Mercredi, je me suis déplacé différemment. Il y avait une raideur dans mon côté gauche qui modifiait ma démarche. Pas de façon dramatique, mais juste assez pour être perceptible. Je ne portais mon sac de déjeuner qu'avec ma main droite. J'atteignais les objets avec mon bras droit seulement. Quand je m'asseyais, je me laissais tomber lentement, avec précaution, comme quelqu'un qui souffre terriblement aux côtes. Jeudi, j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Vendredi, je suis revenu. Plus silencieuse que d'habitude, ce qui était notable parce que Marie Dubois était déjà l'une des personnes les plus discrètes du bâtiment. Je parlais quand on me parlait, exécutais mes tâches avec une précision méticuleuse et déjeunais seul, la porte de mon petit bureau fermée. Mais maintenant, il y avait autre chose. Une retenue, une nouvelle couche d'armure invisible que je portais comme ces cardigans, constamment, délibérément, espérant que personne ne remarquerait qu'elle ne correspondait pas tout à fait au temps qu'il faisait. Pierre a visionné 3 jours de séquences vidéo le vendredi soir, une fois le bâtiment vide. Il était assis dans son bureau obscurci et regardait les écrans, non pas avec suspicion,
mais avec l'attention méticuleuse d'un homme qui avait survécu en lisant ce que les autres dissimulaient. Il m'a vu arriver lundi avec les lunettes de soleil. Il m'a vu sursauter quand Henri a passé le bras devant moi pour attraper un dossier le mardi. Un sursaut si rapide qu'il aurait pu être une ombre, sauf que Pierre Fournier ne confondait pas les ombres avec les sursauts. Il m'a vu m'asseoir mercredi avec la lenteur contrôlée d'une personne qui gère la douleur. Il a vu le bureau vide le jeudi. Il m'a vu revenir le vendredi, portant un col roulé par une chaleur de 23 degrés. Il a éteint le moniteur et est resté assis dans le noir pendant un long moment. Il y avait un code qui régissait le monde de Pierre Fournier. Pas la loi. Les lois étaient écrites par des hommes qui n'avaient jamais vécu dans les espaces entre le pouvoir et la survie. Son code était plus ancien, plus personnel. Il avait été façonné par sa mère, Isolda, qui l'avait élevé seule après la mort de son père, et qui lui avait enseigné, pendant les heures calmes d'une enfance qui était tout sauf calme, qu'il y avait certaines choses qu'un homme de pouvoir ne devait jamais tolérer. La cruauté envers ceux qui ne pouvaient pas se protéger en était une. L'exploitation de la vulnérabilité en était une autre. Et la destruction délibérée et systématique de la dignité d'une personne, que ce soit par un rival, un ennemi ou quelqu'un qui prétendait l'aimer, était la seule chose dont la mère de Pierre avait parlé avec une froideur dans la voix qu'il ne lui avait jamais entendu utiliser pour aucun autre sujet. Il ne savait pas encore ce qui m'arrivait. Il avait des soupçons, des instincts, des schémas que son esprit assemblait en une image qu'il n'avait pas encore décidé d'examiner attentivement. Mais il savait d'une chose, quelque chose n'allait pas. Et ça s'aggravait. Octobre est arrivé avec un air plus frais et des ciels gris qui donnaient à Lyon l'impression d'une photographie d'une autre époque. Les arbres le long de l'avenue de Sac sont virés à l'ambre et à la rouille, et le système de chauffage du bâtiment s'est mis en marche, remplissant chaque étage d'une chaleur sèche et persistante qui rendait les vêtements épais inutiles. J'ai continué à porter des manches longues. Cela faisait maintenant 5 semaines que j'étais employé chez Entreprise Fournier, et à bien des égards, j'étais exemplaire. Mon classement était impeccable. La gestion de mon calendrier était précise. J'avais gagné le respect tranquille du personnel de l'étage. Non pas par ma personnalité, car je partageais rarement quoi que ce soit de personnel, mais par ma fiabilité. J'étais là tous les matins. Je faisais le travail. Je ne me plaignais pas. Mais les signes s'intensifiaient, 5e semaine. Je suis arrivé un mardi avec ma main gauche enveloppée dans un bandage élastique. Quand Henri a demandé, j'ai dit que je m'étais brûlé en préparant le dîner. L'explication était plausible. Les brûlures arrivent, les bandages aussi. Henri a hoché la tête et a continué son chemin. Mais Pierre, en visionnant des images sous un angle différent, a remarqué que le bandage couvrait non seulement ma main, mais s'étendait jusqu'à mon poignet, et que lorsque je l'ai retiré dans les toilettes pendant le déjeuner pour le remettre, la blessure en dessous n'était pas une brûlure. C'était une série de marques en forme de doigts, le genre de marques qui proviennent d'une prise qui n'était pas destinée à tenir, mais à blesser. 6e semaine, j'ai porté une écharpe, non pas dehors, où le vent d'octobre la justifiait, mais à l'intérieur toute la journée, et remontée haute autour de mon cou. Je l'ajustais constamment, un tic si fréquent que Sophie, la directrice de bureau, a fini par demander si j'avais froid. Je couvre quelque chose, ai-je dit. Mal de gorge. Je l'ai dit avec une telle aisance, une telle fluidité automatique. Le mensonge arrivait avant que la question ne soit pleinement posée, comme si j'avais une bibliothèque d'explications stockée et prête, classée par partie du corps et niveau de visibilité. Mon Dieu, en ce moment même, j'entends encore la sonnerie de mon téléphone. Ça a commencé pendant la 7e semaine. Mon portable personnel sonnait à intervalles imprévisibles tout au long de la journée. Parfois une fois, parfois 6 ou 7 fois de suite. Je sortais toujours pour répondre, toujours, et je revenais, l'air légèrement diminué, comme si chaque appel m'avait soustrait quelque chose. Je ne mentionnais jamais les appels, je ne les expliquais jamais. Mais ma productivité baissait sensiblement dans les heures qui suivaient,
et à 2 reprises, Sophie m'a trouvé dans les toilettes. Pas en train de pleurer, pas visiblement bouleversée, juste debout devant le lavabo, serrant la porcelaine, fixant mon propre reflet avec une expression que Sophie décrirait plus tard à son mari comme vide. Un après-midi, Pierre était de nouveau au 4e étage quand mon téléphone a sonné. J'étais à la photocopieuse et j'ai répondu avec une rapidité qui suggérait non pas de l'empressement, mais la peur de ce qui se passerait si je ne répondais pas assez vite. « Salut », ai-je dit. Ma voix a changé, baissé, s'est adoucie, est devenue plus petite. Non, je suis au travail, je ne peux pas. Je sais, je suis désolé, je ne voulais pas. Julien, s'il te plaît, j'ai dit que j'étais désolé. Une pause. Quoi qu'il ait dit à l'autre bout, cela m'a fait fermer les yeux. Je serai à la maison pour 6 heures. Oui, d'accord, je le ferai, je promets. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il va bien, il est chez Jeanne et il va bien. S'il te plaît, ne l'appelle pas. Je m'en occupe. D'accord, au revoir. J'ai raccroché. Je suis resté devant la photocopieuse un instant, pressant le téléphone contre ma poitrine, puis je l'ai glissé dans ma poche et suis retourné à mon bureau, la tête baissée. Pierre, debout dans le couloir à 3 mètres, avait entendu chaque mot. Julien. Il a archivé le nom dans le même coffre mental où il stockait les noms de ses alliés, de ses ennemis et du petit nombre de personnes qui existaient dans l'espace entre, des gens qu'il n'avait pas encore décidé de classer. Ce soir-là, il a appelé Margot. « J'ai besoin de l'information sur quelqu'un », a-t-il dit. Un homme nommé Julien, lié à Marie Dubois. Margot est restée silencieuse un instant. « La nouvelle recrue? »« Oui. »« Quel genre d'information? »« Tout. » Margot n'a pas demandé pourquoi. Elle ne le faisait jamais. « À quelle vitesse? »« Demain. » Le dossier est arrivé à 9 heures du matin le lendemain, livré non pas numériquement, mais dans une chemise physique. La préférence de Margot pour les informations sensibles. Pierre l'a lu à son bureau avec une tasse de café noir refroidissant, intacte, à côté de lui. Julien Drault, 27 ans, né à Chambéry, Savoie. Pas de diplôme. Antécédents professionnels. Ouvrier de chantier, videur de boîte de nuit, actuellement au chômage. 2 arrestations antérieures, une pour agression, charge abandonnée, une pour trouble à l'ordre public, 30 jours avec sursis, pas de condamnation. Associé connu, petit revendeur de rue, aucun lien au réseau de Pierre. Adresse actuelle, 14 rue des Marronniers, Est de Lyon, même adresse que Marie Dubois. Statut de la relation, ex-partenaire, sur les documents des services sociaux relatifs à leur fils Orindro Dubois, ex-partenaire, mais vivant à la même adresse. Pierre a lu le dossier 2 fois. Puis il a lu les rapports d'arrestation. L'accusation d'agression avait été portée par une ancienne petite amie, une femme nommée Tessalie Bernard, qui avait ensuite retiré sa déclaration et refusé de témoigner. Les troubles à l'ordre public s'étaient produits devant un bar à Villeurbanne où Julien avait brisé la vitre d'une voiture avec son poing lors d'une dispute avec une femme non identifiée. Un schéma. Pierre a refermé le dossier et est resté assis dans le silence de son bureau. C'est difficile de dire pourquoi on s'accroche, n'est-ce pas? Pourquoi on rationalise, on minimise? Quand vous vous réveillez chaque matin en essayant de deviner l'humeur de quelqu'un d'autre, en marchant sur des œufs, vous perdez votre propre sens de la réalité. Le monde extérieur vous dit que c'est mal, mais la personne vous dit que c'est de votre faute, que vous provoquez, que vous ne comprenez pas son amour. Et cette version, même tordue, devient votre vérité. Parce que l'alternative, admettre la vérité nue et crue, signifie que votre vie est un échec total, que vous êtes une mauvaise mère, une mauvaise partenaire, que vous avez fait les mauvais choix. Et qui veut d'admettre ça? Personne. Alors on invente des raisons. On s'invente des mondes. C'est ça la survie. À travers la fenêtre, Lyon s'étendait sous lui. Une ville de clochers et de béton, de compagnies d'assurance et d'ombre,
Quelque part dans cette ville, dans un petit appartement de la rue des Marronniers, une femme de 23 ans rentrait chez un homme avec des antécédents de violence et un talent pour éviter les conséquences. Et elle y allait volontairement, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne croyait pas avoir le droit de partir. C'était un vendredi soir de fin octobre. L'air était assez froid pour justifier le manteau que portait Pierre, un pardessus en laine sombre qui le faisait ressembler moins à un homme de sa position et plus à n'importe quel autre professionnel rentrant chez lui après une longue semaine. Il conduisait lui-même, ce qu'il faisait rarement. Une berline noire, non immatriculée à un nom qui renvoyait à son organisation. Pas de chauffeur, pas de voiture suiveuse. Personne ne savait où il était, sauf lui-même. Il s'est garé dans une rue latérale à quelques pâtés de maisons du 14 rue des Marronniers à 17h38. Le quartier était ce que les agents immobiliers appelleraient en devenir, ce qui signifiait qu'il était encore en difficulté. Les maisons étaient un mélange de duplex et de petits immeubles, certains bien entretenus, la plupart portant les traces silencieuses d'un entretien reporté. Les porches s'affaissaient, les gouttières pendaient de travers. Les voitures garées le long du trottoir étaient des modèles plus anciens, fonctionnels mais fatigués. Un groupe d'enfants faisait du vélo sur le trottoir, zigzagant entre les voitures garées avec l'invincibilité insouciante de l'enfance. Un vieil homme, Jean-Luc, était assis sur son Porsche en face du numéro 14, buvant quelque chose dans une canette et regardant le trafic avec l'attention patiente de quelqu'un qui n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai vu cet homme, je l'ai croisé tous les jours. Un petit clin d'œil, une tête baissée, des politesses minimales. Je me souviens qu'il m'observait toujours d'un air un peu inquiet, peut-être. Mais les gens ici étaient comme ça. Ils observaient. Un chien aboyait quelque part derrière l'une des maisons. Des aboiements courts et secs, le genre qui signifiait territoire, pas alarme. Ce n'était pas le genre de quartier où Pierre Fournier passait du temps. Son monde existait dans des tours de verre et des hôtels particuliers rénovés, dans des salles à manger privées et des suites de conférences où les meubles, à eux seuls, coûtaient plus que n'importe quelle maison de cette rue. Mais il avait grandi dans un quartier pas si différent de celui-ci avant que l'organisation de son père ne s'étende, avant que l'argent ne transforme leurs circonstances, et il en reconnaissait les rythmes. Le son des téléviseurs par les fenêtres ouvertes, l'odeur du dîner de quelqu'un flottant dans la rue, la qualité particulière de la lumière qui tombait sur les maisons où les gens travaillaient de longues heures et rentraient fatigués et faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Le numéro 14 était un duplex. 2 étages, un bordage beige qui avait autrefois été blanc, un porche étroit avec une chaise en plastique et un tricycle renversé, orange sans doute. Les fenêtres du premier étage étaient éclairées, les rideaux étaient minces, et de sa position de l'autre côté de la rue, Pierre pouvait voir les mouvements flous de silhouettes à l'intérieur. L'unité du 2e étage semblait vide. Pas de lumière, pas de mouvement. Un panneau alloué était accroché de travers à la balustrade du porche. L'ensemble de la structure avait l'aspect d'un bâtiment dans lequel son propriétaire avait cessé d'investir. Entretenu juste assez pour percevoir un loyer et pas un sou de plus. Il a attendu. À 17h52, ma voiture, la Honda Civic de 12 ans, avec le pare-choc arrière cabossé, est entrée dans l'allée. Je suis descendu rapidement, j'ai ouvert la porte arrière et j'ai soulevé Oren de son siège auto. Le garçon a enroulé ses bras autour de mon cou et a pressé son visage contre mon épaule. Je l'ai porté jusqu'aux marches du porche, l'ai passé dans un bras et j'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai fait une pause sur le seuil, juste un instant. Une hésitation si brève, cela aurait pu être insignifiant. Une clé qui glisse, une prise changée sur l'enfant. Mais Pierre l'a vue pour ce qu'elle était, la pose d'une personne qui ne veut pas rentrer chez elle. Je suis entré, et pendant les 40 minutes suivantes, rien ne s'est passé. Pierre est resté assis dans sa voiture, observant les fenêtres éclairées, voyant l'ombre occasionnelle passer derrière les rideaux.
Il ne pouvait pas entendre ce qui se passait à l'intérieur. Il ne pouvait que regarder les silhouettes, deux adultes, un enfant, se déplaçant dans la lueur tamisée d'une maison qui, de l'extérieur, avait l'air ordinaire. Puis, à 18h34, les voix ont commencé. Pas des cris, pas au début. Une voix d'homme un peu plus forte que le niveau de conversation, le genre de volume qui n'est pas techniquement des hurlements, mais qui porte la même menace. Pierre ne pouvait pas distinguer les mots, mais il pouvait entendre la cadence, accusatrice, implacable, montante. Puis ma voix, plus calme, plus petite, essayant de désamorcer. Le même ton qu'il avait entendu lors de l'appel téléphonique au bureau. Je suis désolé. Je ne voulais pas. S'il te plaît. La voix de l'homme est devenue plus forte. Un choc. Quelque chose de lourd qui frappe quelque chose de dur. Un mur, un seuil, une terre. Le genre de son qui vibre à travers les constructions bon marché et atteint la rue. À travers les minces rideaux, Pierre a vu une ombre bouger, rapide, agressive, puis une autre ombre, plus petite, trébucher en arrière. Il a vu la plus petite ombre lever les bras, non pas pour attaquer, mais pour se défendre. Le geste universel, les bras croisés, la tête baissée, le corps se recroquevillant sur lui-même pour protéger les endroits doux. Il y a eu un autre bruit, pas un choc cette fois, quelque chose de différent. Le bruit du corps d'une personne qui entre en contact avec une surface d'une manière que les corps ne devraient pas. C'était sourd, définitif, le genre de bruit qui provient d'une force appliquée à la chair par la chair. Et puis, le pire de tout, le silence. Pas un silence paisible. Le silence lourd qui suit l'impact. Le silence de l'après. Le silence qui remplit une pièce quand une personne a été blessée et que les deux personnes décident quoi faire ensuite. L'une décidant comment minimiser ce qui vient de se passer. L'autre décidant si elle peut bouger. Une lumière s'est allumée à l'arrière de l'appartement. Une porte s'est refermée. La salle de bain. Pierre pouvait imaginer ce qui se passait derrière cette porte sans avoir besoin de le voir. Moi, debout devant le lavabo, faisant couler de l'eau froide sur la partie de mon corps qui avait reçu l'impact, fixant mon propre reflet, construisant l'explication que j'utiliserai demain. J'ai trébuché. J'ai foncé dans la porte. Je suis tellement maladroite. Il a imaginé Oren. Où était Oren? Dans sa chambre, dans son lit, réveillé, écoutant les bruits qu'aucun enfant ne devrait apprendre à interpréter, ou endormi, épargné cette seule nuit pour être réveillé le lendemain par les mêmes bruits, ou pire. Les mains de Pierre se sont crispées sur le volant. Ses jointures sont devenues blanches. Il avait contrôlé des hommes qui faisaient passer de la drogue dans 6 départements. Il avait négocié avec des gens qui tueraient pour un point de pourcentage. Il s'était assis en face d'agents fédéraux et n'avait jamais perdu son sang-froid. Mais ça, c'était différent parce que ce n'était pas des affaires. Ce n'était pas du territoire, ni de l'argent, ni du pouvoir. C'était une femme qu'il avait regardée dans les yeux et à qui il avait demandé « Est-ce que quelqu'un vous fait du mal ?» Et elle l'avait regardé en retour et lui avait dit « Non ». Et ils savaient tous les deux qu'elle mentait. Il est rentré chez lui. Sa résidence était un hôtel particulier rénové dans le quartier le plus exclusif de l'Ouest lyonnais, discret de l'extérieur, impeccable à l'intérieur. Il est entré par le garage privé, a accroché son manteau dans le couloir et s'est dirigé vers son bureau sans allumer les lumières. Et il s'est versé une seule mesure de whisky. Il ne l'a pas bu. Au lieu de cela, il s'est assis dans le fauteuil en cuir que sa mère lui avait acheté quand il avait acheté cette maison. Le même fauteuil dans lequel elle s'était assise pendant les derniers mois de sa maladie, quand elle était trop fière pour utiliser un lit d'hôpital et trop fatiguée pour monter les escaliers. Et il a pensé à sa mère, à Isolda Fournier, qui avait été mariée à un homme que tout le monde craignait et qui n'avait jamais eu peur de lui. Parce que son père, malgré toute sa brutalité en affaires, avait opéré sous le même code que Pierre portait maintenant. On ne fait pas de mal à ceux qui vous font confiance. On ne brise pas ce que l'on prétend aimer.
Il a pensé à mes mains tremblantes lors de l'entretien. Il a pensé à l'écharpe que je portais par 23 degrés. Et il a pensé au bruit qu'il avait entendu à travers les murs minces du 14 rue des Marronniers et au silence qui avait suivi. Et il a pensé à Julien Drault, un homme de 27 ans sans pouvoir, sans ambition, sans code et sans bud, sauf le démantèlement systématique d'une femme qui croyait le mériter. Pierre a pris une décision cette nuit-là. Pas la décision que les gens pourraient attendre d'un homme de sa position. Il n'a pas appelé ses hommes de main, n'a pas ordonné de représailles, n'a pas mis en mouvement la machinerie de son empire contre un homme qui, selon toutes les métriques qui comptaient dans son monde, était insignifiant. Au lieu de cela, il a pris son téléphone et a appelé quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis 2 ans, le docteur Amélie Roux. Amélie était une psychologue spécialisée dans les traumatismes et la violence domestique. Elle avait un cabinet privé à Annecy et consultait pour 3 refuges de la région. Elle était aussi la seule personne en dehors de son organisation à connaître toute la vérité sur ce que Pierre Fournier faisait dans la vie parce qu'elle avait traité sa cousine Tesselina après une situation qui avait failli détruire la famille. « Amélie, a-t-il dit, j'ai besoin de tes conseils. Il est 22 heures, Pierre. » « Je sais. » Elle a entendu quelque chose dans sa voix. Elle le faisait toujours. Et son ton a changé. « Dis-moi, lui a-t-il dit. Pas tout. Pas la surveillance, pas le dossier sur Julien, mais assez. Une femme à son bureau, des signes d'abus, un déni face à la confrontation, une dépendance émotionnelle envers l'abuseur. » Amélie a écouté sans l'interrompre. Quand il a eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. « Tu ne peux pas la forcer à partir, a-t-elle dit. Je sais. Si tu la confrontes à nouveau, elle pourrait se retirer davantage. Elle pourrait quitter son emploi. Je sais. Si tu t'en prends à lui directement, tu confirmeras sa peur que le monde est dangereux et qu'elle a besoin de lui pour y survivre. Il lui a probablement dit que personne d'autre ne la voudrait, qu'elle a de la chance de l'avoir. Si tu le retires, tu enlèves son cadre de référence, et sans soutien en place, elle en trouvera un autre comme lui. Que dois-je faire? Tu crées des conditions, la sécurité, la cohérence. Tu lui fais savoir, sans pression, qu'il existe un monde en dehors de cet appartement où elle est valorisée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle endure. Tu ne la sauves pas, Pierre. Tu lui donnes les outils et l'espace pour réaliser qu'elle peut se sauver elle-même. Il est resté silencieux. Il y a une organisation d'aide juridique à Lyon, et continuait Amélie. Ressources et soutien, et il gère des situations domestiques, les ordonnances restrictives, la garde, le logement. Et il y a une thérapeute que je peux recommander. Quelqu'un qui se spécialise dans ce genre précis de dépendance. Quand elle sera prête, et je dis bien quand elle sera prête, pas quand tu décideras qu'elle devrait l'être. Ce sont les ressources qui compteront. Et si elle n'est jamais prête, alors tu acceptes que tu as fait ce que tu pouvais et que ses choix, même ceux qui lui font du mal, sont toujours ses choix. Pierre a tenu le téléphone contre son oreille, le whisky intact sur la table, le fantôme de sa mère dans le fauteuil en face de lui. Merci, Amélie. Fais attention à ça, Pierre. Ton instinct est de contrôler les résultats. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Il a raccroché. Il est resté assis dans le noir pendant une autre heure. Puis il est allé se coucher, il n'a pas dormi. Et c'est là qu'on revient au début, à ce moment où je me suis enfin effondré, les larmes coulant sous mes lunettes de soleil, mon corps tremblant de tout mon être. Quand il m'a regardé avec la douceur la plus inattendue, j'ai vu ce qu'il fallait faire. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le monde dehors, celui où on est valorisé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on endure, il avait murmuré. Des mots qui résonnaient avec ce qu'Amélie lui avait dit. Un chemin, non pas une solution immédiate, mais une ouverture. Ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez, et ce n'est pas quelque chose qui s'arrangera tout seul, m'a-t-il dit. Ma façade,
qui avait tenu bon pendant des semaines de mensonges et de sourires et de manches longues, a commencé à se fissurer. Ma lèvre inférieure tremblait. J'ai serré les lèvres pour arrêter ça. Mes mains se sont crispées en poing sur le bureau. « Vous ne comprenez pas, ai-je dit, ma voix étranglée. Il n'est pas toujours comme ça. Il a un sale caractère, mais il y travaille, il essaye. » Depuis combien de temps essaie-t-il? Je n'ai pas répondu. Depuis combien de temps, Marie? C'est depuis avant la naissance d'Oren, mais ce n'était pas grave au début. C'était juste, il devenait frustré. Et parfois, j'ai arrêté, j'ai avalé. Il m'aime. Je sais ce que ça veut dire. Je sais, mais il m'aime. Il me le dit tout le temps. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans moi. Ce n'est pas de l'amour. Vous ne le connaissez pas. Je sais ce que je vois quand vous entrez dans ce bâtiment. Vous voyez ce que vous voulez voir. Les mots sont sortis plus brusques que je ne l'avais voulu, et j'ai immédiatement reculé. Mes yeux sont tombés et mes épaules se sont courbées vers l'intérieur, et j'ai secoué la tête comme pour m'excuser de l'éclat. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ne vous excusez pas d'avoir une réaction. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et dans ce regard, j'ai vu la guerre qui faisait rage en moi. La partie qui connaissait la vérité, se battant contre la partie qui avait passé des années à construire une réalité dans laquelle la vérité n'existait pas. C'est le père d'Oren, et je dis doucement. Il aime son fils. Quand les choses vont bien, elles vont vraiment bien. Il m'apporte des fleurs. Il me dit que je suis belle. Il me tient et il pleure parfois. Il me dit qu'il est désolé. Il me dit qu'il va changer. Change-t-il? Le silence fut d'une réponse suffisante. Je ne peux pas partir, ai-je dit. Je n'ai nulle part où aller. Ma mère elle est à Avignon et elle m'a dit que j'avais fait mon lit. Mes amis, ceux que j'avais, ils ne viennent plus me voir et si je pars, il aura la garde. Il me l'a dit. Il a dit que son avocat prouvera que je suis inapte. Il a dit que j'étais celle qui avait des problèmes. Ma voix s'est brisée. Il a dit que si je pars, elle me retrouvera. Pierre s'est penché en avant. Sa voix, quand il a parlé, portait un calme plus puissant que le volume. Le calme contrôlé d'un homme qui avait appris que la vraie autorité n'a pas besoin d'être bruyante. Écoutez-moi, ce qu'il vous dit sur la garde, ce n'est pas vrai. Il existe des organisations spécifiquement pour aider les femmes dans votre situation à naviguer dans le système juridique. Ce qu'il vous dit sur le fait d'être inapte, ce n'est pas vrai. Vous travaillez, vous prenez soin de votre fils. Vous venez tous les jours à un travail que vous faites avec plus de diligence que des gens que je paye 3 fois votre salaire. Ce qu'il vous dit sur le fait de vous retrouver, c'est une menace. Et les menaces, c'est quelque chose que je comprends très bien. J'ai secoué la tête. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Je sais exactement de quoi il est capable. Et je vous le dis, non pas en tant qu'employeur, mais en tant que quelqu'un qui voit ce qui se passe. Vous n'avez pas à vivre comme ça. Je l'aime. Les mots ont flotté dans l'air entre nous comme de la fumée. Je sais que vous le croyez. Ce n'est pas une croyance, c'est le père de mon enfant. C'est la seule personne qui ait jamais... Quand nous nous sommes rencontrés, il était différent. Il était gentil. Il m'apportait du café le matin et tenait la porte et m'appelait juste pour entendre ma voix. Je suis tombée amoureuse de cette personne. Et je n'arrête pas de penser qu'il est toujours là-dedans. Que si seulement si je suis assez patiente, si je ne le pousse pas, si je suis meilleure, si vous êtes meilleur, je sais ce que je fais de mal. Je sais ce qui le met en colère. Si seulement je pouvais, je le provoque parfois. Je ne le fais pas exprès, mais Marie, arrêtez. J'ai arrêté. Vous n'êtes pas responsable de la violence d'une autre personne. Vous n'êtes pas la cause. Vous n'êtes pas le déclencheur. Aucune quantité doit être meilleure.
ne réparera ce qui est cassé en lui, parce que ce qui est cassé en lui n'est pas quelque chose que vous avez brisé. J'ai enlevé les lunettes de soleil. L'échymose était pire que ce qu'elle avait l'air à travers les verres teintés. Un violet profond et en colère qui s'étendait de mon pommette au coin de mon œil. Je l'ai regardé avec une expression qui était en partie défi, en partie abandon et en partie quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant au cours des semaines où il m'avait connu. Une petite étincelle fragile, presque invisible, de reconnaissance. J'ai peur que, ai-je dit, je sais, je ne sais pas qui je suis sans lui. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vraiment. Parce que se tenir là, vulnérable, devant un homme que je connaissais à peine, et laisser tomber toute ma carapace, c'était le plus grand acte de courage que j'ai jamais eu à faire. Plus encore que de fuir, plus encore que de me battre. C'était admettre ma défaite face à la situation pour espérer la victoire. Et aujourd'hui, je n'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. Et celle d'Oren, et nous nous battons jour après jour pour la rendre juste un peu meilleure. C'était exactement ce qu'il voulait que je ressente. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main, regardé le bureau, puis le classeur, puis la fenêtre qui donnait sur le parking souterrain. Une fenêtre ordinaire, banale, d'un bureau ordinaire et banal, qui était devenu, on ne sait comment, l'endroit le plus sûr de mon monde. « Qu'est-ce que je fais? » ai-je demandé. Ma voix était à peine un murmure, le son de quelqu'un qui ne s'attendait pas à une réponse, juste à vider un peu de ce trop-plein insoutenable. Et Pierre Fournier, cet homme qui donnait des ordres à des centaines de personnes, qui déplaçait l'argent et le pouvoir avec la précision d'un maître d'échecs, qui, de toute sa vie d'adulte, n'avait jamais été incertain quant à une ligne de conduite, a dit la seule chose qu'il pouvait dire honnêtement. Quand vous serez prête, il y a des gens qui peuvent t'aider. Pas moi. Des professionnels. Des gens qui comprennent ce que vous traversez et qui peuvent vous aider à bâtir un chemin. Un chemin sûr, légal, qui vous protège, vous et votre fils. Il a déposé une carte sur mon bureau. Toute simple, blanche, avec un numéro de téléphone et un nom. Ressources et soutien. C'était le nom de l'organisme dont Amélie Roux lui avait parlé. Ce n'était pas son nom, bien sûr, mais le nom d'une aide concrète. Vous n'êtes pas obligé d'appeler aujourd'hui, a-t-il ajouté, sa voix toujours posée, presque sans émotion, ce qui la rendait encore plus puissante. Vous n'êtes pas obligé d'appeler cette semaine, fille. Mais gardez-la et sachez que l'option existe. J'ai pris la carte. Elle était légère, minuscule, mais dans mes doigts, elle pesait le poids d'un univers. Je l'ai retournée encore et encore, comme si c'était une chose fragile, dangereuse. C'était la matérialisation physique d'un choix que j'avais passé des années à me convaincre que je n'avais pas. Une liberté, oui, mais aussi la peur abyssale de ce qu'elle impliquait. Et si ce n'était pas ce que j'espérais? Et si c'était encore pire? Et si je ne suis pas prête? Ai-je osé demander, ma voix brisée. Alors vous venez travailler demain et le jour d'après, et vous aurez un emploi. Et un bureau et des gens qui vous voient, ça ne changera pas. J'ai hoché la tête, une marionnette sans ficelle. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté un instant. « Marie, a-t-il dit. J'ai levé les yeux, mon cœur battant la chamade. « Oui. Vous m'avez demandé pendant l'entretien pourquoi je vous avais embauché. J'ai attendu, le souffle suspendu. Qu'allait-il dire? Qu'il avait pitié de moi? Que mon histoire était trop évidente pour être ignorée? Je vous ai embauché, a-t-il continué, son regard perçant mais, pour la première fois, sans jugement. Parce que quand je vous ai demandé pourquoi vous vouliez ce travail, vous avez dit « parce que j'en ai besoin ». C'était la chose la plus honnête que quelqu'un m'ait dite depuis des années. Ne perdez pas cette honnêteté,
Surtout pas avec vous-même. Il est parti. Il est parti. Et j'étais seul dans mon bureau, la carte blanche serrée dans ma main. Et là, j'ai craqué. Les larmes ont commencé à couler. Pas les sanglots silencieux et ravalés que j'avais appris à produire et à effacer en un instant, comme si je n'avais rien vécu. Non, c'étaient de vrais sanglots, des hoquets laids qui secouaient tout mon corps. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour étouffer le bruit, parce que même dans cet endroit qui se voulait le plus sûr, la peur d'être entendu, la peur qu'on me reproche mes émotions, était encore là, ancrée. C'était une libération et une terreur. La vérité nue, froide, mais enfin libérée. C'était il y a, je dirais 5 mois maintenant, ou 6. Le temps s'étire, se contracte, je ne sais plus très bien. Je suis assise ici, dans mon petit appartement, le mien, avec Aurine qui ronfle doucement dans son lit à côté. Le bleu pâle que j'ai choisi pour son coin de chambre n'est pas parfait. Il y a des traces de mes doigts un peu partout, là où la peinture n'a pas couvert. Mais c'est moi qui les peins, avec lui. Ces petites veines couvertes de peinture, un rire si fort, si libre, que je n'avais pas entendu depuis plus d'1 an. Le silence est différent ici. Ce n'est pas le silence tendu d'une maison où on retient son souffle. C'est un silence doux, accueillant, où le seul bruit est la vie. Le frigo qui ronronne doucement, les pas légers du voisin du dessus. Ça fait peur parfois. C'est une peur différente, celle de la paix qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Mais il y a 1 an, la paix, c'était un mot creux. C'était même un piège. Je me souviens de ce mardi soir de novembre. Ce soir-là, ma vie a basculé pour de bon. J'étais rentré du travail à l'heure habituelle. J'avais récupéré un rein chez Jeanne, comme tous les jours. 2 sacs de courses dans une main, mon fils sur l'autre hanche. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai trouvé Julien assis sur le canapé, dans le noir. C'était la première chose que j'ai remarquée. Il n'était pas ivre. Ses pires moments coïncidaient presque toujours avec l'alcool. Mais là, il était sobre, alerte. Il regardait la porte comme s'il m'attendait. Mon estomac s'est tordu. Où étais-tu? Sa voix était calme, trop calme. Au travail. Et puis j'ai récupéré Aurine et je me suis arrêté faire des courses. J'ai déposé les sacs sur le comptoir. J'ai fait passer Aurine sur mon autre hanche. Le petit regardait son père avec ses yeux graves et silencieux. Les yeux d'un enfant qui avait appris à lire la pression atmosphérique comme les marins lisaient le ciel. Tu es en retard. 5 minutes, il y avait la queue au magasin. J'ai essayé de t'appeler. Mon téléphone était dans mon sac. J'étais occupé à porter. Je t'ai appelé 4 fois. Je suis désolé, ai-je dit, le souffle court. Je ne l'ai pas entendu sonner. Julien s'est levé. Il était plus grand que moi de plusieurs centimètres, plus lourd de presque 20 kilos. Les restes d'une carrure musclée qui s'était ramollie depuis qu'il ne travaillait plus, mais qui portait encore la masse d'un homme habitué à utiliser son corps comme un outil. Il s'est approché de moi lentement. J'ai pu sentir l'odeur de cigarette qu'il avait fumée en m'attendant. Oren a pressé son visage plus fort contre mon cou. « Avec qui étais-tu? » « Personne. J'étais au travail et puis j'ai... »« Tu es différente ces derniers temps. »« Non, je ne le suis pas. Je suis la même que toujours. » Mon sang s'est glacé. Quelqu'un t'a parlé. Non, personne ne m'a parlé. Ton patron, ce type, Fournier, c'était mon employeur. Nous nous parlons à peine. Julien était tout près même maintenant, tellement près que je pouvais sentir sa chaleur, la tension de son corps. Si je découvre que tu me mens, Marie, je ne mens pas. Je te jure que non. Il m'a regardé longuement. Puis il a souri. Ce sourire, je le connaissais si bien. Celui qui pouvait signifier tendresse ou cruauté, ou les deux à la fois. Celui que j'avais passé 5 ans à essayer de décoder. « Prépare le dîner », a-t-il dit, et il laisse retourner s'asseoir sur le canapé. J'ai cuisiné. J'ai nourri Oren.
Je lui ai donné son bain et l'ai couché dans la petite chambre qu'on partageait parce que Julien s'était accaparé la chambre principale il y a des mois, après une dispute dont je ne me souvenais plus entièrement. J'ai lu une histoire à Oren, j'ai embrassé son front, et je me suis allongé à côté de lui jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Puis je suis allé au salon où Julien regardait la télévision. « Viens ici », a-t-il dit. J'y suis allé. Il m'a tiré sur le canapé à côté de lui, a passé son bras autour de moi, m'a serré fort, il a embrassé ma tempe. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Je m'inquiète juste pour toi. Je t'aime. Tu le sais. Je sais. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je sais. Tu es tout pour moi, Marie. Toi et Oren, vous êtes tout mon monde. » Je me suis appuyé contre lui, j'ai fermé les yeux, j'ai senti son cœur battre contre ma poitrine. J'ai essayé, comme j'avais essayé 1000 fois, de me convaincre que c'était ça, le vrai Julien, que l'autre, celui qui laissait des bleus, qui cassait des choses, qui rendait mon fils effrayé de respirer, n'était qu'une aberration, un bug, quelque chose qui finirait par être corrigé si seulement je l'aimais assez. C'était ça, la partie que je n'aurais jamais pu expliquer à personne. Pour la violence qui était simple dans sa terrible évidence. Les gens comprenaient la violence. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était ça. La tendresse qui suivait, la douceur, la version de Julien qui caressait mes cheveux et murmurait qu'il était désolé et me serrait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Cette version-là était plus addictive que n'importe quelle substance. Parce que c'était cette version-là qui m'avait fait tomber amoureuse de lui au début. Et chaque fois qu'elle réapparaissait, elle confirmait l'histoire que j'avais besoin de croire. Que la bonne version était la vraie et que la mauvaise version était l'exception. Pernell appellera plus tard cela le renforcement intermittent, le mécanisme de conditionnement le plus puissant connu en psychologie. Le même principe qui maintenait les joueurs devant les machines à sous. Tu tires le levier 100 fois et tu ne gagnes rien, et puis une récompense. Un jackpot de tendresse. Et cette unique récompense efface le souvenir de 100 pertes et te fait tirer le levier à nouveau, parce que peut-être cette fois, peut-être la prochaine, peut-être que le vrai Julien resterait. J'avais lu sur la dépendance traumatique une fois, dans une brochure que j'avais trouvée dans la salle d'attente d'un médecin. J'avais lu les descriptions du cycle. Tension, explosion, réconciliation, calme. Et j'avais reconnu chaque phase avec une clarté qui m'avait fait trembler les mains. Mais reconnaître la cage et s'échapper de la cage sont deux choses différentes. Les barreaux sont faits d'espoir. Et l'espoir est le matériau le plus solide de l'univers. Mais quelque chose était différent ce soir-là. Parce que derrière mon permis de conduire, plié en 4 et bien à plat, il y avait une carte blanche avec un numéro de téléphone. Et pour la première fois, la carte semblait plus lourde que le bras autour de mes épaules. Moment, ici je dois faire une pause. C'était un truc fou, cette histoire avec Julien. Je veux dire, tu y penses, toutes ces justifications que je me créais, ce château de cartes fragiles que j'édifiais dans ma tête, pour ne pas voir la réalité en face. J'étais là, sur ce canapé, serré contre un homme qui m'avait fait peur des milliers de fois, et pourtant, je cherchais encore ce vrai Julien. C'est tellement absurde quand on y pense après coup, cette capacité humaine à se mentir à soi-même pour survivre. Je me disais que j'étais forte en endurant tout ça, que c'était une preuve d'amour de ma part. Mais non, c'était juste une preuve de ma peur, de mon conditionnement, de mon manque de repères. On ne naît pas en sachant qu'on a le droit d'être en sécurité, n'est-ce pas? On l'apprend, ou on ne l'apprend pas. Et moi, à ce moment-là, je luttais contre des années de désapprentissage, contre une voix qui m'avait dit que je ne valais rien, et pire, contre la petite voix en moi qui avait fini par le croire. C'est l'enfer, ça. Un enfer doux, parfois, avec des moments de tendresse qui te donnent juste assez d'oxygène pour ne pas t'étouffer complètement avant la prochaine noyade. Bref, revenons à nos moutons, enfin à ma misère. 3 jours plus tard, Julien a frappé Oren.
Pas fort, pas comme il me frappait. Une poussée, rude, soudaine, parce que le petit avait renversé du lait sur le tapis et que Julien était au téléphone et que le bruit l'avait interrompu. Il a poussé l'enfant d'une main et Oren est tombé en arrière, a heurté le bord de la table basse et s'est mis à hurler. J'étais dans la cuisine. J'ai entendu le cri et j'ai couru. Oren était par terre. Il y avait une coupure sur son front, petite mais qui saignait. Il pleurait avec la terreur à gorge déployée, haletante, d'un enfant qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Julien était debout devant lui, téléphone toujours à la main, le regard non pas de remords, mais d'agacement. Il doit apprendre à être plus prudent, a dit Julien. Quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas une prise de conscience dramatique. Pas un moment de clarté cinématographique accompagné de musique. C'était plus silencieux que ça, plus petit, plus dévastateur. C'était le son des cris de mon fils combiné à la vue du sang sur son visage, combiné à un regard dans les yeux de Julien. L'absence totale de préoccupation pour un enfant qu'il prétendait aimer. Et c'était la compréhension soudaine et cuisante que si je restais, ce serait la vie d'Oren. Pas seulement la mienne, ici c'est la sienne, moi j'y survivrais. J'y avais survécu pendant 5 ans. Et d'une certaine manière, je pouvais y survivre 5 ans de plus parce que j'avais bâti toute une identité autour de l'acte d'endurer. Mais Oren, lui, ne pouvait pas. Oren avait 3 ans. Il avait déjà peur des bruits forts. Il ne babillait pas comme les autres enfants. Il sursautait quand les portes se fermaient trop vite. Et si je ne partais pas, il grandirait en apprenant que l'amour était quelque chose qui laissait des marques. Je me souviens parfois que ma mère, celle qui habitait à Avignon et qui m'avait dit que j'avais fait mon lit, avait rêvé d'une toute autre vie pour moi. Elle me voyait notaire ou au moins cadre dans une grande entreprise. Elle imaginait un mari bien, une maison avec un jardin, et pas ce genre d'histoire où l'on se cache les bleus. Elle n'avait jamais été tendre avec moi, ma mère, mais elle voulait le meilleur. Et là, assise sur le sol de la cuisine, avec mon fils en larmes dans mes bras, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, elle avait raison sur ce point. J'avais fait mon lit, oui, mais il était temps de le défaire et de reconstruire une chambre entière, avec de l'air et de la lumière. J'ai ramassé mon fils, j'ai nettoyé la coupure, j'ai bandé son front, je l'ai tenu jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer. Et puis, à 21h47, tandis que Julien dormait dans la chambre principale, j'ai sorti la carte blanche de derrière mon permis de conduire. Je me suis assise par terre dans la salle de bain, la porte verrouillée, la douche ouverte pour masquer le son, et j'ai composé le numéro. Ressources et soutien a répondu au deuxième coup de fil. La femme au bout du fil, Tamson, comme elle s'est présentée, parlait avec la patience calme et posée de quelqu'un qui avait répondu à des centaines d'appels comme celui-là et qui comprenait que le plus important n'était pas l'information, mais la présence. « Prenez votre temps », a dit Tamson. « Vous n'êtes pas obligé de tout me dire ce soir. Vous devez juste me dire ce dont vous avez besoin maintenant. » Je dois partir, ai-je chuchoté. J'ai un fils, il a 3 ans. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai nulle part où aller. D'accord, ce n'est pas grave. Nous pouvons vous aider avec tout ça. Êtes-vous en sécurité maintenant? Il dort. D'accord, voici ce que je veux que vous fassiez. Pouvez-vous faire une valise ce soir? Juste l'essentiel. Des documents, des vêtements pour vous et votre fils, tout ce que vous ne pouvez pas remplacer. Oui. Et demain matin, quand ce sera sûr, je veux que vous veniez à notre bureau. Je vais vous donner une adresse. Vous pouvez l'écrire? Oui. Tamson m'a donné l'adresse, une heure de rendez-vous, le nom d'une conseillère d'accueil, Purnell, qui m'attendrait. Marie, a dit Tamson, vous avez déjà fait le plus dur. Qu'est-ce que c'est? Appelez. J'ai fait dans la valise à 2 heures du matin, en silence méthodiquement. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, les carnets de vaccination d'Oren,
3 changements de vêtements pour chacun d'entre nous, son lapin en peluche, celui avec lequel il dormait, celui qui sentait la maison, mon portefeuille, la carte blanche glissée derrière mon permis comme un talisman. Je me suis déplacé dans l'appartement comme un fantôme, ouvrant les tiroirs avec la précaution de quelqu'un qui désamorce une bombe. Chaque son était amplifié par le silence de la maison endormie, le glissement d'une fermeture éclair, le froissement d'un tissu, le clic de la boucle du sac à langer d'Orin. J'avais passé 5 ans à apprendre à être silencieuse. Maintenant, pour la première fois, cette compétence me servait, au lieu de servir mon geôlier. J'ai fait une pause devant la porte de la chambre. Julien dormait, étalé sur le matelas, un bras jeté sur le côté, la bouche ouverte. Il avait l'air paisible. Il avait l'air inoffensif. Il avait l'air de l'homme dont j'étais tombée amoureuse 6 ans plus tôt, à une fête près de Villeurbanne, quand il m'avait fait rire si fort que j'avais renversé mon verre et qu'il l'avait essuyé avec sa propre chemise en disant « Je gâcherai toutes mes chemises s'il le faut pour te garder le sourire. » Je suis resté dans l'embrasure de la porte, le regard rivé sur lui, et j'ai senti l'attraction, la force gravitationnelle d'une histoire partagée, d'un enfant partagé, d'un lit partagé. Et cette force disait « Reste, il ira mieux demain, il va toujours mieux, retourne te coucher, range le sac, rien n'a besoin de changer ce soir. » J'ai fermé les yeux, j'ai vu le visage d'Orin, la coupure sur son front, le sang, le regard d'incompréhension totale, le regard d'un enfant qui essaie de comprendre pourquoi la personne censée le protéger l'a blessé à la place. J'ai rouvert les yeux, j'ai pris le sac, j'ai quitté la chambre, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai caché le sac dans le coffre de ma voiture avant l'aube. La rue était vide. Le ciel était cette teinte particulière de gris d'avant l'aube qui n'existe que dans l'heure où le monde n'a pas décidé de s'engager vers le matin. Je me suis tenu dans l'allée du 14, rue des Marronniers, et j'ai respiré l'air froid de novembre. Et j'ai senti sous la terreur quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que je ne l'ai presque pas reconnu. Une détermination. Pas du courage. Je dirais plus tard en thérapie que ce que j'avais fait n'était pas courageux. Le courage impliquait un choix fait librement. Ce que j'avais fait était un acte de désespoir d'une femme qui avait finalement franchi la seule ligne qu'elle ne pouvait pas traverser, la sécurité de son fils. Mais le désespoir et la détermination, dans les bonnes circonstances, se ressemblent. Ils agissent de la même manière. Ils produisent le même résultat. Un mouvement vers l'avant quand chaque instinct vous crie de rester immobile. Je suis allé au travail. J'ai récupéré Orange chez Jeanne. C'est là que ça se mélange un peu. Comment Jeanne a-t-elle su? Comment, elle, une femme de 71 ans, qui ne posait jamais de questions, a-t-elle compris? Elle m'a raconté plus tard, bien plus tard, comment ça s'était passé de son point de vue. Elle était sur le pas de sa porte, comme tous les matins quand je déposais Oren. Ce matin-là, Oren était particulièrement silencieux, même pour lui. Il serrait son lapin comme si sa vie en dépendait. Et puis elle avait vu le coffre de ma voiture, pas entièrement fermé. Un coin du lapin en peluche d'Oren dépassé. Et Jeanne, qui avait vu tant de choses, qui avait l'intuition des vieilles femmes, avait su. Elle n'avait rien dit, mais elle m'avait serré dans ses bras, juste serré, là, sur le pas de sa porte, pendant un long moment, et elle avait dit « Marie, tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. » Elle ne posait jamais de questions, mais elle savait. Je ne suis pas rentré à la maison. J'ai conduit jusqu'à Ressources et Soutien, Pierre l'a appris le lendemain. Pas de ma part. Je ne suis pas venu travailler ce matin-là, mais de la part de Maddox, qui avait reçu un appel du service des ressources humaines du bâtiment signalant de mon absence. Elle n'a pas appelé, a dit Maddox. Pierre a senti un nœud froid se former dans sa poitrine. Trouvez où elle est. Il a fallu 30 minutes à Maddox. Un simple appel à un contact au service de police a confirmé qu'aucun incident n'avait été signalé au 14 rue des Marronniers.
Un second appel à ressources et soutien, facilité par Amélie Roux, a confirmé que Marie Dubois était passée par leur porte à 8h15 du matin avec son fils et un seul sac. Elle était en sécurité. Pierre s'est assis à son bureau et a expiré pour ce qui a semblé être la première fois depuis des semaines. La suite était délicate et Pierre l'a gérée avec la même précision qu'il appliquait à chaque opération qui comptait. Il n'a pas contacté Marie directement. Il avait compris, grâce au conseil d'Amélie, que les 72 premières heures après le départ étaient les plus dangereuses et les plus fragiles, la période où l'attraction gravitationnelle de la relation était la plus forte, lorsque les supplications de l'agresseur et quand la survivante était la plus susceptible de revenir. Au lieu de cela, il a agi en coulisses. Par l'intermédiaire de Maddox, il s'est assuré que mon emploi restait sûr. Mon absence a été codée comme un congé personnel, payé, à durée indéterminée, sans poser de questions. Mon bureau a été laissé exactement tel que je l'avais laissé. Ma tasse à café, mon pot à stylo, la petite photo encadrée d'Oren que j'avais placée dans le coin. Par l'intermédiaire d'Amélie Roux, il a apporté un financement supplémentaire à ressources et soutien, discrètement, anonymement, par le biais d'une fondation qui existait précisément à cette fin. La fondation avait été créée par sa mère des années auparavant, bien avant sa mort, et c'était la seule partie de l'héritage Fournier qui était entièrement propre. Par l'intermédiaire de son avocat, Maître Armand, un homme qui traitait des questions juridiques de l'organisation avec une précision chirurgicale, il s'est assuré que Marie aurait accès gratuitement à un avocat spécialisé en droit de la famille lorsqu'elle serait prête à demander la garde et une ordonnance de restriction. Il n'est pas allé rue des Marronniers. Il n'a pas affronté Julien Drault. Il n'a envoyé personne pour livrer un message, un avertissement ou une menace. Non pas que l'impulsion n'était pas là. C'était comme un courant sous la surface de son contrôle. Mais parce qu'Amélie avait été claire et il faisait confiance à son jugement. S'il intervenait directement auprès de Julien, il risquait de faire de Marie une cible de représailles et de saper les protections légales dont elle aurait besoin. Ce n'était pas sa guerre à mener, c'était la sienne. Son rôle était de s'assurer qu'elle ait les armes. La première semaine à ressources et soutien a été la plus dure. Orin et moi avons été placés dans un logement transitoire, un petit appartement propre dans un immeuble sécurisé, avec une entrée codée et un membre du personnel sur place 24 heures sur 24. L'appartement avait 2 pièces, une chambre avec un grand lit et un lit de bébé, et un espace combiné cuisine-salon avec un canapé donné et une table pour 2. Ce n'était rien à voir avec le 14 rue des Marronniers. C'était mieux et c'était pire. Mieux parce que personne ne criait, personne ne frappait, aucune porte ne claquait à 2 heures du matin. Oren a dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Toute la nuit, sans gémir, sans ramper dans mon lit à 3 heures du matin, son lapin serré contre sa poitrine, les yeux grands ouverts. Pire parce que le silence était assourdissant, parce que le lit était vide là où le corps de Julien aurait dû être, parce que mon téléphone, le numéro que Julien n'avait pas, ne sonnait pas, et l'absence de sa voix, même de sa voix en colère, m'a fait ressentir un manque physique, un sevrage. Il me manquait. Je savais que je ne devrais pas. Je savais intellectuellement que ce qui me manquait était la version de lui qui n'existait que dans les interstices entre la violence. Le Julien tendre, le Julien désolé, celui qui me serrait et me disait qu'il allait changer. Mais la connaissance intellectuelle et l'expérience émotionnelle sont des langages différents, et mon cœur parlait l'un, tandis que mon esprit parlait l'autre, et la traduction entre les deux était une agonie. J'ai pleuré toutes les nuits pendant les 5 premiers jours, et pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que je voulais retrouver. La douleur familière qui, au moins, ressemblait à un foyer. Le 6e jour, j'ai rencontré Pernell. Pernell Huxley était thérapeute au sein de Ressources et Soutien. Elle avait la cinquantaine, des cheveux argentés coupés courts, et une voix qui réussissait à être à la fois chaleureuse et intransigeante.
Elle était spécialisée dans la dépendance traumatique et la dépendance émotionnelle, l'architecture psychologique spécifique qui maintient les gens liés à ceux qui leur font du mal. Leur première séance a duré 90 minutes. Parlez-moi de la première fois où il vous a fait du mal, a dit Pernell. Je ne voulais pas répondre. J'étais assise dans le petit bureau, les mains sur mes genoux, ce même geste que Pierre avait remarqué lors de l'entretien, des mains jointes, serrées, qui signifiaient que je me maintenais en place. Et j'ai regardé le sol. Ce n'était pas... Il ne m'a pas frappé tout de suite. Ça a commencé avec le téléphone. Le téléphone. Il voulait savoir où j'étais tout le temps. Il appelait, et si je ne répondais pas, il ne me frappait pas, mais il était vexé, silencieux, froid. Et le silence était pire parce que je ne savais pas ce que ça signifiait. Était-il en colère? Allait-il partir? Était-ce ma faute si je n'avais pas répondu? Alors, vous avez commencé à répondre plus vite, toujours. Même si je conduisais, même si j'étais sous la douche. Je courais vers le téléphone parce que l'idée de rater son appel était « je ne peux pas l'expliquer ». Ça me semblait être une question de vie ou de mort. Ça vous semblait ainsi parce qu'il vous a appris à le ressentir ainsi. Je suis restée silencieuse longtemps. Et les coups? A demandé Pernell doucement. Ça est venu plus tard, peut-être 1 an après la naissance d'Orin. J'étais fatigué tout le temps. Le bébé pleurait et Julien voulait que les choses redeviennent comme avant. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être les deux. Une nouvelle mère et la fille dont il était tombé amoureux. Il disait que j'avais changé. Il disait que je ne me souciais plus de lui. Il disait que j'aimais le bébé plus que lui. J'ai fait une pause, j'ai respiré. La première fois, il m'a attrapé le bras fort, assez fort pour laisser des marques. Il s'est excusé immédiatement. Il a pleuré. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, que quelque chose avait craqué, que ça n'arriverait plus jamais. Et je l'ai cru. Pas parce que j'étais naïve, mais parce que j'avais besoin de le croire. Parce que si ce n'était pas vrai, alors tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie était un mensonge et je ne pouvais pas faire face à ça. Et la deuxième fois, 1 mois plus tard, il m'a poussé. J'ai heurté le comptoir. Il s'est excusé à nouveau. Les mêmes mots, les mêmes larmes, la même promesse. Et je l'ai cru à nouveau, parce que le croire était plus facile que l'alternative. Quelle était l'alternative? Être seul, recommencer, admettre que j'avais fait une erreur, admettre que le père de mon enfant était quelqu'un dont je devrais avoir peur. Ma mère m'avait dit, quand je suis tombée enceinte à 19 ans, que je ruinais ma vie, que je n'arriverais à rien, que j'avais fait mon lit. Et si je quittais Julien, alors elle aurait eu raison sur tout. Alors, je suis resté pour prouver à ma mère qu'elle avait tort. Les mots ont atterri comme une pierre dans l'eau stagnante. J'ai fixé Pernell. Personne n'avait jamais articulé ça avec une telle précision. J'avais passé des années à construire des justifications élaborées pour rester. L'amour, l'engagement, la famille, l'espoir. Et Pernell venait de nommer celle que je n'avais jamais admise, même à moi-même, la fierté, et le refus de confirmer les faibles attentes de quelqu'un d'autre à mon égard. Quand ai-je cessé d'être moi? Pernell s'est penché en avant. Vous n'avez pas cessé. Vous vous êtes adapté. Tout ce que vous avez fait, la vigilance, le téléphone, les explications, les excuses, c'était des stratégies de survie. Elles vous ont maintenu en vie. Elles ont protégé votre fils. Mais ce n'était jamais qui vous êtes. C'était ce que vous faisiez pour tenir le coup. Alors, qui suis-je? C'est ce que nous allons découvrir. 2e semaine. J'ai commencé à assister à des séances de groupe à ressources et soutien. Je me suis assise en cercle avec 5 autres femmes, d'âges différents, d'horizons différents, mais avec les mêmes blessures. Je n'ai pas parlé pendant la première séance, j'ai écouté. J'ai entendu Thessalie, qui avait 29 ans, décrire comment son ex l'avait isolée de sa famille en lui disant qu'il ne se souciait pas vraiment d'elle. Comment il avait lentement, méthodiquement, démantelé toutes les relations qu'elle avait jusqu'à ce qu'il soit la seule personne qui lui reste.
Il m'a fait croire qu'il m'avait abandonné, a dit Thessalie. Mais c'était lui qui verrouillait les portes. J'ai entendu Karenza, 44 ans, expliquer comment elle était revenue 4 fois avant que la 5e ne tienne bonne. Karenza était infirmière diplômée. Elle avait une maîtrise. Elle comprenait, sur un plan clinique, exactement ce qui lui arrivait, pouvait nommer le cycle, identifier les hormones, schématiser la neurobiologie de la dépendance traumatique. Et pourtant, elle était revenue. 4 fois. Parce que savoir et ressentir sont des choses différentes. Mon cerveau savait, a dit Karenza. Mon corps s'en fichait. Mon corps était accro au cycle. La terreur, le soulagement, la tendresse qui venait après. C'est la même chimie que n'importe quelle autre addiction. Et on ne bat pas une addiction simplement parce qu'on la comprend. J'ai entendu Marjolaine, 20 ans, parler de la nuit où elle a réalisé que les excuses de son petit ami étaient un script qu'il jouait pour la maintenir en place. Il disait les mêmes mots à chaque fois, a dit Marjolaine. Exactement les mêmes mots. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal exprès. Je t'aime plus que tout. Et j'ai enfin réalisé qu'il n'était pas désolé. Il appuyait sur un bouton. Le bouton d'excuse. Celui qui me remettait à zéro pour qu'il puisse recommencer. J'ai entendu Saint, 37 ans, qui avait quitté son mari après 12 ans de mariage, décrire la solitude particulière de la première semaine. Les gens pensent que le plus dur, c'est de partir, a dit Tion. Le plus dur, c'est le silence. On passe d'une maison pleine de chaos à une pièce où le seul son est notre propre respiration. Et notre cerveau ne sait pas quoi faire avec ça. Il interprète le silence comme un danger. Parce que pendant des années, le silence était ce qui précédait juste l'explosion. Alors on est assise dans notre appartement sûr et notre corps est en mode combat ou fuite. Parce qu'il ne peut pas faire la différence entre la paix et le calme avant la tempête. À la fin de la séance, je pleurais. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. C'est exactement ça. Et je dis à Pernelle après. Entendre d'autres personnes dire les mêmes mots exacts. Je suis maladroite. Il y travaille. Il ne voulait pas. C'est comme si nous avions toutes lu le même livre, parce que les schémas sont les mêmes. Pernelle a dit, le manuel de l'agresseur ne change pas. Les détails changent. Les noms, les lieux, les actes spécifiques. Mais l'architecture est identique. Isolement, contrôle, renforcement intermittent, inversion de la culpabilité. Ça marche parce que c'est conçu pour marcher. Alors je ne suis pas stupide? Vous n'avez jamais été stupide. Vous étiez piégé dans un système qui a été construit pour vous faire sentir que vous ne pouviez pas partir. 3e semaine. Je suis retourné au travail. Je suis entré chez Entreprise Fournier à 8h02 du matin. 2 minutes de retard, ce que j'aurais excusé avec des milliers de « je suis désolé » un mois plus tôt. Mais maintenant, j'ai simplement pris note et je suis passé à autre chose. Mon bureau était exactement comme je l'avais laissé. La tasse à café, le pot à stylo, la photo de Rin. Je me suis assise. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert le premier dossier et j'ai respiré. Sophie, ma responsable de la comptabilité, est apparue dans l'embrasure de ma porte 10 minutes plus tard avec une tasse de café. Pas de la salle de pause, mais du café d'en face. Le bon. Le genre que je ne m'étais jamais acheté, car je l'avais toujours considéré comme une dépense inutile. « Bon retour, Marie », a dit Sophie et elle a posé la tasse sur mon bureau. Pas de questions, pas de commentaires. Juste la tasse et les 2 mots et la compréhension tranquille entre 2 femmes qui n'avaient pas besoin d'en dire plus. Henri de la comptabilité est passé à l'heure du déjeuner. « Hey, content de te revoir. » Moi aussi. Maddox est apparu dans mon bureau à 15h avec une pile de dossiers à organiser et une vivacité dans son comportement qui communiquait plus clairement qu'une chaleur affectueuse que j'étais nécessaire. C'est un vrai bazar, a-t-il dit en laissant tomber la pile sur mon bureau.
Celui qui les a classés la dernière fois devrait être viré. 6. Oh, attendez, c'était de moi. J'ai failli les rire. Presque. Les muscles étaient rouillés, mais il se souvenait. Je n'ai pas vu Pierre ce jour-là. Non pas qu'il n'était pas là. Il était au dernier étage, au courant de mon retour et de tout ce qui se passait, mais il comprenait que sa présence à ce stade aurait trop de poids. C'était l'homme qui avait demandé, l'homme qui avait poussé. Et à ce moment-là, ce dont j'avais besoin, c'était de normalité. Pas de la personne qui m'avait vu au plus vulnérable. Mais j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau à la fin de la journée. Sans nom. À l'intérieur, une seule feuille de papier du service des ressources humaines confirmant que mon assurance maladie avait été améliorée pour inclure la couverture en santé mentale, thérapie, psychiatrie et conseil familial, avec effet immédiat. J'ai tenu le papier longtemps. Le processus juridique a commencé la 4e semaine. L'associé de Maître Armand, une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Jessie Thorne, m'a rencontré à Ressources et Soutien pour discuter de mes options. Jessie était précise, patiente et minutieuse. Elle a expliqué le processus d'ordonnance de protection. Elle a expliqué le droit de garde. Elle a expliqué que les antécédents judiciaires de Julien, combinés aux preuves documentées d'abus, me donnaient un dossier solide pour la garde exclusive. Preuves? Ai-je demandé. Dossiers médicaux, photographies, si vous en avez, déclarations de témoins, dossiers d'emploi montrant des schémas d'absence. Je n'ai pas pris de photos. Je ne pensais pas que qui que ce soit me croirait. Les gens vous croiront, a dit Jessie, et les dossiers médicaux de vos visites aux urgences, celles d'août et celles de juin. Ils sont documentés. Je l'ai fixé. Comment saviez-vous ça? Jessie m'a simplement regardé. Nous faisons nos recherches. L'ordonnance de protection a été déposée la semaine suivante. Julien a été signifié au 14 rue des Marronniers par un huissier à 10 heures du matin un mercredi, et il lui a été ordonné de maintenir une distance de 150 mètres de moi, Doran, de mon lieu de travail et du centre d'hébergement transitoire. L'huissier a raconté plus tard à Jessie Thorne que lorsque Julien a ouvert la porte et lu les documents, son visage a subi une transformation que l'huissier, un homme qui avait livré des milliers de documents juridiques dans sa carrière, a décrite comme glaçante. Pas de la colère, pas de la confusion, un calme plat, un néant, suivi d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Dites-lui qu'elle fait une erreur », a dit Julien. L'huissier n'a rien dit, parce que c'était de son entraînement. « Dites-lui que je l'aime », a ajouté Julien. Et puis il a fermé la porte. Il m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé et rappelé 17 fois en 1 heure. Chaque appel une légère variation du même message. Certains suppliants, certains en colère, et certains tendres, certains menaçants. Les messages vocaux, que Jessie utiliserait plus tard comme preuve lors de l'audience de garde, étaient une masterclass de manipulation. « Bébé, s'il te plaît, je t'aime. J'ai besoin de te parler. Donne-moi juste 5 minutes. Je peux changer. Je suis déjà en train de changer. Pourquoi nous fais-tu ça? À notre famille? Tu m'enlèves mon fils. Comment peux-tu faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu sais que tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu sais ça. Rentrez à la maison. Rentre juste à la maison et on arrangera ça. On trouve toujours une solution. » 17 messages, 17 variations de la même chose. Sans moi, tu n'es rien. Je n'ai pas répondu. Au 18e appel, j'ai bloqué le numéro. Et puis, je me suis assise sur le sol de la salle de bain de mon nouvel appartement, le sûr. Enfin, le silencieux. Et j'ai pressé mon téléphone contre ma poitrine et j'ai tremblé, et j'ai pleuré, et j'ai respiré, et je ne l'ai pas rappelé. Chacun de ces 17 messages vocaux tirait sur quelque chose en moi. Chacun trouvait un fil différent. La culpabilité, l'amour, la peur, l'obligation, l'espoir, et tirait. 1 mois plus tôt, le 10e message vocal m'aurait brisé. J'aurais rappelé. J'aurais conduit jusqu'à la rue des Marronniers. J'aurais franchi cette porte et je me serais jeté dans ses bras,
en me disant que cette fois, ce serait différent. Mais 1 mois plus tôt, je ne m'étais pas assise en cercle avec 5 autres femmes qui avaient entendu les mêmes messages vocaux de la part d'hommes différents. 1 mois plus tôt, je n'avais pas entendu Purnell nommer le schéma le hoovering, comme il l'appelait, la tentative de l'agresseur d'aspirer la victime de nouveau. 1 mois plus tôt, je n'avais pas appris que la tendresse dans ces messages n'était pas de l'amour, mais une stratégie. Je savais maintenant et savoir ne faisait pas moins mal, mais ça me faisait rester sur le sol de la salle de bain au lieu de monter dans la voiture. Les mois qui ont suivi n'ont pas été un conte de fées. Il y a eu des revers. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé et où le poids de son corps à côté de moi me manquait. Pas parce que c'était sûr, mais parce que c'était familier. Et la familiarité, même la familiarité douloureuse, a une gravité à laquelle il est difficile d'échapper. Il y a eu des matins où je me suis tenu devant le miroir et où j'ai entendu sa voix dans ma tête. Tu n'es rien sans moi. Personne d'autre ne te supporterait. Tu as de la chance que je sois là. Et j'ai dû fermer les yeux, respirer, et me rappeler que cette voix était un enregistrement, pas une prophétie. Il y a eu une nuit, 3 semaines après être parti, où j'ai failli y retourner. J'étais assise dans l'appartement de transition, Oren dormait dans la pièce voisine, et le silence était si complet, si étranger, qu'il me semblait m'étouffer. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts, j'ai fixé le numéro bloqué et mon pouce a hésité au-dessus du bouton de déblocage, comme un toxicomane en convalescence qui tend la main vers la bouteille qu'il sait qui le détruira. Je n'ai pas appuyé. Mais le fait que j'ai failli me terrifiait plus que tout ce que Julien m'avait jamais fait. Parce que cela signifiait que les dégâts n'étaient pas seulement dans mon corps. Les bleus guérissaient, les côtes ne faisaient plus mal. L'œil au beurre noir s'estompa. Les dégâts étaient dans mon câblage, dans des chemins neuronaux qui avaient été sculptés pendant 5 ans dans une ornière qui menait de nouveau à lui. Et les ornières ne disparaissaient pas quand je franchissais la porte. Elles étaient toujours là, tirant toujours, chuchotant toujours que la douleur connue était plus sûre que la liberté inconnue. J'ai parlé à Purnell de cette nuit-là lors de notre séance suivante. Purnell n'a pas eu l'air alarmée. Elle n'a pas eu l'air déçue. Elle m'a regardé avec le même calme constant et inébranlable qu'elle avait toujours eu et a dit « Vous ne l'avez pas appelé. J'ai failli. » Presque, c'est tout le point. Presque signifie que vous avez eu l'impulsion et que vous avez choisi différemment. Ce n'est pas un échec, Marie. C'est le contraire de l'échec. C'est une femme qui apprend en temps réel à contourner la programmation qui a été installée sans son consentement. Ça ne ressemble pas à une victoire. Ça ne le fera pas. Pas encore. La victoire ne ressemble à rien pendant un certain temps. Ça ressemble à l'absence du chaos auquel vous êtes habitué. Et votre système nerveux ne sait pas quoi faire avec la paix. Il interprète la paix comme l'ennui et l'ennui comme un danger. Parce que dans votre ancienne vie, les moments calmes n'étaient que l'espace entre les tempêtes. Apprendre à tolérer la paix fait partie du processus. Ça prend du temps. Combien de temps? Autant que vous en avez besoin. Purnell appelait ça le sevrage d'une personne. Les liens traumatiques ne se rompent pas proprement, m'a-t-elle dit lors de nos séances bimensuelles. Ils se défont fil par fil et chaque fil fait mal parce que vous les avez tissés vous-même. Vous avez bâti une vie autour de ce lien. Vous avez bâti une identité. S'en libérer, c'est comme se libérer de soi-même. Alors, qui deviens-je? Qui que vous choisissiez? 3e mois, j'ai obtenu la garde exclusive temporaire d'Oren. L'audience a été brève. Jesse Thorne a présenté les preuves. Les dossiers médicaux, les rapports de police des arrestations antérieures de Julien, le témoignage de Jan Fololz, qui avait remarqué les changements de comportement d'Oren, et une lettre de Purnell Huxley décrivant l'impact psychologique de l'exposition à la violence domestique sur un enfant de 3 ans. Julien est apparu avec un avocat commis d'office. Il était rasé de près, portait un costume mal ajusté, et il m'a regardé de l'autre côté de la salle d'audience avec une expression qui était censée communiquer le remords.
mais que je reconnaissais maintenant, grâce à des mois de thérapie et de séances de groupe, comme une performance. Il avait bonne allure. C'était ça le plus glaçant. Il s'était fait couper les cheveux. Il portait du parfum, le même qu'il avait mis quand on avait commencé à sortir ensemble. Et l'odeur m'a atteint de l'autre côté de la salle d'audience et m'a frappé comme un coup physique. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse intervenir. Le pouls accéléré, le rougissement, l'adoucissement automatique que des années de conditionnement avaient imprimé dans mon système nerveux. Mon corps l'aimait encore. Mon corps n'avait pas reçu le mémo. J'ai serré le bord de la table. J'ai regardé Jessie Thorne, qui m'a fait un petit signe de tête. J'ai regardé la juge. J'ai regardé le drapeau français derrière l'estrade. Et j'ai respiré. Je n'ai plus regardé Julien. Lorsque son avocat a soutenu que Julien était un père aimant qui méritait l'occasion de maintenir une relation avec son fils, j'ai senti l'ancienne culpabilité ressurgir. La voix familière qui disait « Tu lui enlèves son père, tu brises une famille, c'est de ta faute ». Mais Pernelle m'avait préparé à ce moment. Elle l'avait pratiqué, littéralement répété en thérapie. La culpabilité viendrait et je la laisserais venir, et je ne la suivrai pas. La culpabilité n'est pas la vôtre, avait dit Pernelle. Il l'a construite, il l'a installée. C'est sa construction, pas votre vérité. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté assis sur ma chaise, les mains stables pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, et j'ai laissé le processus faire ce que les processus font. Garde exclusive temporaire, accordée. Visite supervisée approuvée. Conditionnée à la réussite de Julien à un programme de gestion de la colère ordonné par le tribunal. Je suis sorti de la salle d'audience et j'ai marché vers le soleil de novembre. Je me suis arrêté sur les marches et j'ai respiré. Aurin était chez Jeanne. Je le récupérerai dans 1 heure. Je le ramènerai à notre maison, l'appartement transitoire qui devenait lentement quelque chose de plus permanent. Quelque chose qui sentait les bougies à la lavande que j'avais commencé à acheter, et le porridge que je préparais tous les matins, et la lessive que je choisissais moi-même, parce que je pouvais choisir des choses maintenant. J'ai appelé Pernelle depuis les marches du palais de justice. « Comment vous sentez-vous? » a demandé Pernelle. « Terrifié. »« Bien, bien. Terrifié signifie que vous ressentez quelque chose de réel. Pendant des années, vous vous êtes engourdi pour survivre. La terreur est honnête. Cela signifie que vous êtes vivante. » 5e mois. J'ai emménagé dans un appartement permanent, un 2 pièces dans un complexe que Ressources et Soutien m'avaient aidé à obtenir grâce à un programme d'aide au logement. C'était petit. C'était le mien. J'ai peint le coin de la chambre d'Aurin en bleu pâle et il m'a aidé, ses petites mains couvertes de peinture, riant d'une manière que je ne l'avais pas entendu rire depuis plus d'1 an. La première nuit dans le nouvel appartement, je n'ai pas pu dormir. Pas de peur. L'immeuble avait un système de sécurité, une entrée codée et des voisins qui avaient été filtrés par le programme de logement. Je ne pouvais pas dormir parce que le lit était positionné contre un mur orienté à l'ouest. Et par la fenêtre, je pouvais voir les lumières de Lyon s'étendre vers l'horizon. Et il m'est venu à l'esprit que je n'avais jamais choisi où je vivais. J'avais vécu avec ma mère jusqu'à mes 17 ans. J'avais vécu avec Julien à partir de 17 ans. Chaque adresse sur chaque formulaire que j'avais rempli était la décision de quelqu'un d'autre. Cette adresse était la mienne. Je me suis allongé dans mon lit, Aurin blotti contre moi. Il préférait toujours dormir près de moi, une habitude que je ne me pressais pas de briser. Et j'ai écouté les sons de l'immeuble. Les tuyaux, les pas à l'étage du dessus, le léger ronronnement du réfrigérateur que j'avais moi-même rempli avec les courses que j'avais moi-même choisies, avec l'argent que j'avais moi-même gagné. J'ai pleuré, mais c'étaient des larmes différentes. C'étaient les larmes de quelqu'un qui arrivait quelque part après un long voyage. Pas des larmes de chagrin, mais des larmes de reconnaissance. J'étais là, j'étais réellement là. Je me suis inscrite à un programme en ligne pour terminer mon BTS. Je travaillais le jour et étudiais le soir. Et le week-end, j'emmenais Aurin au parc et je le regardais courir et jouer et faire des bruits.
Des bruits forts, des bruits joyeux, les bruits d'un enfant qui apprenait qu'il était sûr d'être entendu. La première fois, Corinne a fait une crise de colère dans le nouvel appartement. Un véritable caprice de 3 ans parce qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas avoir de glace avant le dîner. Je me suis figé. Dans l'ancienne vie, le bruit signifiait le danger. Les cris d'enfants, une voix élevée, même le cliquetis d'un jouet tombé. C'étaient des déclencheurs qui provoquaient une réaction en chaîne se terminant par la violence. Je me suis tenu dans la cuisine, tenant une boîte de pâtes, et mon corps s'est bloqué, attendant que le pire arrive. Mais il n'y a pas eu de pire. Il n'y avait qu'un enfant de 3 ans allongé sur le sol de la cuisine, hurlant à propos de la glace. Il n'y avait personne d'autre pour l'entendre. Personne qui allait faire irruption en exigeant le silence. Personne qui me reprocherait de ne pas contrôler l'enfant. J'ai posé les pâtes. Je me suis assise par terre à côté de mon fils et je l'ai laissé crier. Quand il a eu fini, quand la tempête était passée et qu'il était allongé, respirant fort sur le linoléum, les larmes séchant sur ses joues rondes, je l'ai ramassé et je l'ai tenu. C'est normal de faire du bruit, lui ai-je dit. C'est normal d'être en colère. On peut faire du bruit ici. Il m'a regardé avec ses yeux sombres, mes yeux, et il a dit de sa petite voix hésitante. Promis, promis. C'était une si petite chose, un moment si ordinaire entre une mère et un enfant. Mais pour moi, c'était tout, parce que je venais de donner à mon fils la seule chose que je n'avais jamais eue, la permission de ressentir. Au travail, on m'a donné des responsabilités supplémentaires. Maddox, impressionné par mes compétences organisationnelles, m'a placé dans un rôle de coordination qui impliquait la gestion des plannings pour les opérations commerciales légitimes de l'entreprise. J'ai excellé, non pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois, l'énergie que j'avais dépensée pour survivre était disponible pour d'autres choses. J'ai commencé à déjeuner dans la salle de pause au lieu de mon bureau, et j'ai appris que Henry s'entraînait pour un semi-marathon et que Sophie avait une fille en faculté de médecine, et que Maddox, le sévère Maddox aux cheveux argentés, avait un faible pour le pain aux bananes que la responsable des équipes de nettoyage faisait tous les vendredis. Je n'étais pas guéri. Je dirais plus tard à Pernell que je ne pensais pas que guéri était le bon mot, que cela impliquait une destination, une ligne d'arrivée, et ce que je vivais ressemblait plus à une direction, une manière de marcher, une pratique. Mais je marchais. 7 mois après avoir quitté la rue des Marronniers, j'ai frappé à la porte du bureau de Pierre Fournier. Je n'étais jamais allé au dernier étage. Je ne l'avais jamais cherché, pas une seule fois pendant tous les mois où j'y avais travaillé. Nos interactions s'étaient limitées à l'entretien, aux conversations sur les bleus, à la carte qu'il avait posée sur mon bureau. Tout le reste, l'assurance, l'aide juridique, la sécurité de l'emploi, était arrivé par d'autres mains, d'autres noms, d'autres canaux. Mais je savais. J'ai frappé. Maddox a ouvert la porte, m'a regardé et s'est écarté sans un mot. Pierre était à son bureau. Il a levé les yeux. Je me suis tenu dans l'embrasure de son bureau. La même femme qui était entrée dans une salle de conférence 8 mois plus tôt, avec les mains tremblantes et une blouse empruntée, et un CV qui en disait plus par ce qu'il omettait, mais différente. Ma posture était plus droite, mes yeux étaient plus clairs. Je portais une blouse qui me seyait aux épaules et des chaussures neuves, et mes mains, même si elles reposaient à mes côtés, ne tremblaient pas. Monsieur Fournier, Mademoiselle Dubois, je suis allé à la chaise en face de son bureau et je me suis assise. Je n'ai pas attendu la permission et je me suis assise parce que je l'avais choisi. Et la différence entre l'obéissance et le choix, c'était quelque chose que je comprenais maintenant d'une manière qui influençait tout ce que je faisais. Je suis venu vous dire merci. Vous n'avez pas besoin. Je sais que je n'ai pas besoin. Je veux le faire. Il m'a regardé et pour la première fois, je l'ai regardé en retour sans broncher. Vous m'avez vu, ai-je dit, avant que je ne puisse me voir moi-même. Vous avez vu ce qui se passait. Et au lieu de détourner le regard,
Comme tout le monde le faisait, comme j'avais besoin que tout le monde le fasse pour que je puisse continuer à faire semblant, vous n'avez pas détourné le regard. N'importe qui aurait. Non, il ne l'aurait pas fait. J'ai vécu dans ce monde pendant 5 ans et personne n'a demandé. Ma mère n'a pas demandé. Mes amis, ceux qui restaient, ils n'ont pas demandé. Mon médecin qui a traité les brûlures et les chutes et les accidents n'a pas demandé. Vous avez demandé. Et quand j'ai menti, vous n'avez pas accepté. Il est resté silencieux. Vous ne m'avez pas sauvé. Je veux que vous sachiez que je comprends que vous n'avez pas défoncé la porte. Vous ne l'avez pas menacé. Vous ne m'avez pas apporté. Vous m'avez donné une carte, un numéro de téléphone, un choix. Et ça, ma voix s'est épaissie, mais je ne me suis pas arrêté. C'était la chose la plus respectueuse que quiconque ait jamais faite pour moi. Vous m'avez traité comme quelqu'un capable de se sauver. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Pierre Fournier, qui négociait avec des sénateurs et gérait un empire, et qui n'avait jamais de mémoire d'adulte, était à court de mots, s'est assis derrière son bureau et n'a rien dit, car il n'y avait rien à dire qui ne diminuerait pas ce que je venais de lui offrir. Orin va bien, ai-je dit. Il parle maintenant, beaucoup en fait. Il m'a dit hier qu'il voulait être pompier. Une bonne ambition. Et je termine mon diplôme. J'aurai mon BTS au printemps. Bien. Je me suis levé, j'ai tendu la main. Il l'a prise. Ma prise était ferme, stable. Merci, Monsieur Fournier. Pierre. J'ai souri, un vrai sourire. Pas forcé, pas joué, pas destiné à cacher ou à convaincre. Un sourire qui venait d'un endroit en moi qui avait été sombre pendant 5 ans et qui se remplissait maintenant lentement et imparfaitement de lumière. Merci, Pierre. J'ai quitté son bureau, la porte s'est refermée. Il s'est assis à son bureau et a regardé par la fenêtre Lyon, la ville des clochers et du béton, des compagnies d'assurance et des ombres. Et il a pensé à sa mère, au code qu'elle lui avait donné, aux choses qu'un homme de pouvoir ne devait jamais tolérer. Et il a pensé à Marie Dubois, une femme qui avait été invisible, qui avait tremblé, qui avait porté des manches longues dans des pièces chaudes et des lunettes de soleil à l'intérieur et des mensonges si bien ajustés qu'ils auraient pu durer toute une vie, qui, contre toute attente et toute peur et toutes les voix qui lui disaient qu'elle ne le pouvait pas, s'était choisie. Non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce que quelqu'un l'avait vue. Et parce qu'au final, elle avait décidé de se voir elle-même. Orin Dubois-Dros a eu 4 ans en mars. Sa fête d'anniversaire a eu lieu dans la salle commune de mon immeuble. Il y avait des ballons. Il y avait un gâteau au chocolat, son préféré, préparé par Jeanne Follotz, qui s'occupait toujours de lui en semaine et le faisait maintenant parce qu'elle le voulait, pas parce que je n'avais pas d'autre choix. 8 enfants étaient présents. Orin était bruyant. Il a ri. Il a couru, il a soufflé ses bougies avec une force qui a projeté du glaçage sur la table, et puis tout le monde a applaudi, et il m'a regardé avec un sourire si large qu'il semblait occuper tout son visage. Je me suis tenu dans le coin de la salle commune avec une tasse de punch et j'ai regardé mon fils. J'avais 24 ans maintenant. J'avais mon BTS. J'avais été promu chez Entreprises Fournier au poste de coordinatrice des opérations. J'avais une thérapeute que je voyais chaque semaine et un groupe de soutien auquel j'assistais tous les 15 jours. Et une vie qui, bien que loin d'être parfaite, était la mienne. J'avais toujours de mauvais jours. Des jours où l'ancienne voix se glissait. La voix de Julien me disant que je n'étais rien, me disant que j'échouerais, me disant que personne ne m'aimerait jamais comme lui. Ces jours-là, j'appelais Purnell, ou j'appelais Thomson à ressources et soutien, où je m'asseyais avec cette sensation et je respirais, comme Purnell me l'avait appris, la laissant traverser mon corps sans me faire bouger mes pieds. Je n'y suis pas retourné. Julien Dros avait terminé son programme de gestion de la colère ordonné par le tribunal et avait obtenu des visites supervisées. Il voyait Orin 2 fois par mois dans un établissement surveillé. Il n'avait, à ma connaissance, pas changé. Mais ce n'était plus mon problème à résoudre, c'était le sien. J'y pensais moins maintenant. Pas jamais.
Les pensées venaient encore, surtout la nuit, surtout dans les moments entre le réveil et le sommeil, quand l'esprit lâche prise sur le présent et vagabonde vers le passé. Je pensais aux premiers jours, avant les coups, avant le contrôle. La façon dont il se présentait à mon appartement avec de la cuisine chinoise et un film. La façon dont il posait sa main sur mon genou en conduisant et ne disait rien, et voulait dire tout. Ces souvenirs étaient les plus difficiles à laisser partir parce qu'ils étaient réels. Les bons moments étaient réels. Ils avaient juste été plantés dans un sol empoisonné. Pernelle m'avait donné un cadre pour cela. Vous pouvez pleurer les bonnes parties sans y retourner, avait-elle dit. Vous pouvez manquer quelqu'un et savoir que vous êtes plus en sécurité sans lui. Ces choses ne sont pas des contradictions, c'est la vérité. Et Marie Dubois, qui avait autrefois cru qu'elle n'était rien, qui avait autrefois porté ses bleus comme une seconde peau, qui avait autrefois dit, lors d'un entretien, les mains tremblantes, parce que j'en ai besoin, avec une telle honnêteté que cela avait stoppé net un homme puissant. Marie Dubois marchait toujours, pas guéri, pas fini, pas arrivé, juste marchant, et c'était